Bien voilà, bonjour à tous. Nous sommes mardi 26, c'est bien ça. Ah ben ouais. Dans 3 jours, c'est le débat. C'est le gala. Ouais, le gala, c'est dans 3 jours. Voilà. Et on va recevoir dans un instant Maître Guylaine Nabab. Bonjour. Bonjour. Elle est avocate au barreau de Guadeloupe, de Saint-Martin-Saint-Barthélemy. On parlera avec elle des violences intrafamiliales, puisque c'est la thématique qui est dans l'ordre du jour tous ces jours-ci. Ensuite, on va recevoir Nathalie Grégo. Elle est trésorière ou coordonnatrice de projet pour les anciens amis de Beauport. On parlera de Beauport, bien sûr. On ira faire un tour avec Charlie Biari, les trésoriers adjoints du Tambouillé de Kakila, pardon, avec Fabrina Alphonse, qui est aussi invitée. On va terminer avec Aurélie Desglasses, chargée de mission Export Internationalisation pour les grands événements de la région Guadeloupe, puisque vous savez qu'il y a demain un forum économique qui commence à la région aussi. Et puis, bien sûr, on ira à Paris avec Maurice Cessé, puisque son dernier sujet est arrivé. Mais l'actualité du jour et des jours à venir, c'est Imagneuse, comme toujours. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Danick. Alors aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler de la mobilisation des parents d'élèves à Daubin qui se plaignent du manque d'eau, de matériel, de personnel. On reviendra sur les conditions dans lesquelles évoluent les enfants. On parlera forcément de cette journée pour l'élimination des violences faites aux femmes avec différentes manifestations qui ont eu lieu hier, notamment sur Basse-Terre. On reviendra avec la CARL et le mois de l'économie sociale et solidaire et comment financer les entreprises. Et il sera question de la première édition de la résidence artistique ADE, où Nathanaël Kofi a pu mettre en lumière ses œuvres. Voilà pour l'actualité. Et on démarre. On va peut-être démarrer tout de suite par le sujet sur la journée, sur l'élimination des violences faites aux femmes. Vu que hier, c'était une journée dédiée à ce sujet, de nombreuses actions et prises de parole ont eu lieu à travers la Guadeloupe, et notamment sur Basse-Terre, où Olivier Félix était lors d'un événement qui s'est réalisé permettant de sensibiliser, d'apporter une solidarité autour de cette thématique. On voit ensemble un sujet. La Guadeloupe, comme d'autres territoires, est confrontée à ce fléau sociétal que sont les violences faites aux femmes. Et depuis de nombreuses années, j'agis pour, sur le plan judiciaire, travailler sur la prévention, mais aussi sur la répression des violences faites aux femmes. Et je tiens à préciser que les violences faites aux femmes, ce ne sont pas que les violences physiques et sexuelles. Ce sont aussi les violences économiques, ce sont aussi les violences psychologiques, ce sont les violences qui sont commises bien entendu au sein du couple, mais parfois aussi dans le cadre du travail, dans le milieu associatif ou sportif. Donc les femmes sont véritablement confrontées à de nombreuses formes de violence. Tout doucement, on arrive à briser la loi du silence. Donc les choses bougent en Guadeloupe et c'est très bien. Ce soir, la justice a voulu, je pense, nous faire la démonstration qu'il n'y a pas de secret, qu'il y a de la visibilité, qu'il y a de la transparence sur ce qui se fait et sur cet accompagnement qui est bien réel et concret. Et c'est tellement vrai que je vais vous donner juste un petit aperçu. Monsieur le procureur général, il a bien sûr introduit avec les chefs de cour et tout de suite, il a dit que la parole est donnée à ces professionnels qui travaillent en poste de gendarmerie et qui nous font aujourd'hui, ce soir, un exposé de cet accompagnement. Bilan positif. Avec vraiment la présence facilitée du travailleur social que je suis au sein des commissariats et gendarmeries. Alors c'est un progrès parce que c'est pas évident comme ça, c'est un peu, j'allais dire, un petit peu contre nature que les travailleurs sociaux se retrouvent au sein des commissariats et des gendarmeries, et on peut penser que ça va rebuter aussi les personnes victimes, les usagers à se présenter et à s'adresser, et au contraire, certaines personnes justement qui auraient du mal passer par le biais d'un travailleur social, être mise en confiance, être prise en charge, quelquefois accompagnée plusieurs mois avant de pouvoir et d'être capable de déposer plainte, c'est, j'allais dire, quelque chose de précieux. Et voilà, donc en fait, notre intervention a été améliorée parce que notamment au sein des gendarmeries, ils ont une fiche de saisine et lors des interventions, systématiquement, en fait, dans leur trame d'intervention, ils proposent aux victimes de rencontrer l'intervenante sociale en commissariat ou en gendarmerie.
gendarmerie. Ce qu'on attend de ce type d'action, c'est de créer de la dynamique, de créer de la synergie. Bien entendu que les professionnels sont motivés, mais il faut aussi qu'on fasse passer le message au grand public, et c'est le but de ce genre de rencontres et puis des entretiens avec vous. Il faut que monsieur tout le monde, tout d'abord monsieur tout le monde, sache qu'il n'est pas normal que sa mère, sa sœur soit frappée par d'autres, qu'il n'a pas le droit non plus lui de les frapper. Donc il y a vraiment un aspect culturel et il faut qu'on fasse passer ces messages. La violence faite aux femmes doit cesser. Nous sommes en pleine thématique puisque nous recevons aujourd'hui Maître Nabam, Guylaine Nabam, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Zantronis, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Alors les violences intrafamiliales en Guadeloupe, on en parle beaucoup depuis pratiquement une quinzaine de jours. Hier, il y avait un procès qui est en voie d'être terminé, il y a eu une réquisitoire pour quelqu'un, un Français qui a malmené sa femme pendant plusieurs années. Et la question que je vous pose, pourquoi une journée internationale de lutte de violence contre les femmes, 25 novembre à Basse-Terre, et peut-être cet après-midi à Pointe-à-Pitre? Alors déjà, il faut savoir que c'est une journée qui a été créée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1999 pour dénoncer justement les stéréotypes de genre et sensibiliser tout un chacun sur les violences qui sont faites aux femmes. Et pour la petite anecdote, c'est en lien avec l'assassinat de 3 sœurs en République dominicaine, puisque l'une d'entre elles avait refusé les avances d'un dictateur dominicain. Oui, c'est Trujillo, je crois. C'est ça. Voilà. Alors, quel constat on peut faire aujourd'hui au sujet des victimes de ces violences? Alors, le constat, c'est, tout comme l'a dit l'intervenante sociale qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est qu'au fil des années, surtout depuis le Grenelle de 2019, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre. C'est un bilan positif en ce que il y a une évolution par rapport aux mesures qui ont été mises en place pour aider ces victimes. La victime des violences intrafamiliales se voit reconnaître presque un statut particulier par rapport aux autres victimes des autres infractions pénales. Et la difficulté, c'est qu'on constate, quand bien même la parole se libère, mais il y a encore une part d'inconnu, puisque beaucoup ont du mal à franchir le cap en portant plainte contre l'auteur de la situation qu'elles vivent. Et quelle forme elles peuvent prendre ces violences intrafamiliales? Alors, au-delà des violences physiques, puisqu'on fait habituellement référence à ce terme générique de femmes battues, il y a les violences psychologiques, le fait de vouloir intimider les victimes par des menaces, par des insultes, des injures. Il y a cette violence économique également, puisqu'il y a dans certains foyers des femmes qui ne travaillent pas, donc qui n'ont pas forcément de ressources. Et ce sont les hommes, pères de famille, qui travaillent, qui ramènent l'argent et qui exercent une sorte de domination économique sur ces femmes-là. Il y a également les violences sexuelles, comme ça a été rappelé par monsieur le procureur général à l'instant, où les auteurs vont vouloir imposer par force, par peur vis-à-vis d'eux, leurs pratiques sexuelles à leurs compagnes. Alors sur ce point, c'est aussi une avancée depuis quelques années, puisqu'avant, il n'y avait pas le viol entre époux qui était reconnu. Donc, dès lors qu'on rapporte la preuve de ce que la victime n'était pas consentante, il y a violence sexuelle. Et qui sont ces victimes alors des violences intrafamiliales? Alors, on parle beaucoup des femmes, mais il y a aussi les hommes, puisque... Oui, il y a aussi les hommes. Ça reste encore un sujet tabou chez nous, mais il y a certains hommes qui sont victimes de violences intrafamiliales. Et il y a également des victimes indirectes, notamment les enfants, qui très souvent sont témoins de ces scènes de violence. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation de ce qu'on appelle les VIF, violences intrafamiliales? Alors, tout d'abord, il y a un certain nombre de démarches. Donc, c'est vrai que si les victimes ne sont pas informées de ce qu'elles peuvent faire, elles peuvent se rendre au CECAS de leur commune ou consulter une assistante sociale ou une association d'aide aux victimes. Elles peuvent également se rendre dans des services de police ou de gendarmerie pour déposer plainte.
Il faut savoir que depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle le réseau VIF, réseau de violence intrafamiliale. En Guadeloupe, ça existe en Guadeloupe? Oui, ça existe en Guadeloupe, dans les services de police et de gendarmerie. Ces services sont tous dotés de ce réseau VIF, où il y a des enquêteurs qui sont formés et spécialisés pour accueillir ce type de victimes et mener les enquêtes idoines. Et la nouveauté en 2025, ça va être que maintenant les victimes pourront déposer plainte directement à l'hôpital, c'est-à-dire le lieu où on leur dispense des soins. Également porter plainte depuis chez elles, donc on connaît déjà la plainte en ligne, mais si elles ne sont pas en mesure de se déplacer, les services de police ou de gendarmerie pourront se déplacer à elles. Alors, est-ce que, je pose la question à l'avocate, est-ce qu'une personne extérieure peut porter plainte à la place de la victime? Alors, une personne extérieure peut, et je dirais même doit, porter plainte. Là, on entend par là les voisins qui entendent, par exemple, les cris des victimes. Également l'entourage qui peut avoir connaissance de situations de violence intrafamiliale. Et la nouveauté, même si ça existait en quelque sorte, ce sera pour le personnel soignant, puisque jusqu'à présent, le personnel médical pouvait faire des signalements auprès du procureur sur les situations dont ils avaient connaissance dans le cadre de leur mission. Mais là, ils pourront lever le secret médical pour dénoncer les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission. Alors, vous êtes bien placé pour répondre à la question. Comment une victime de violence intrafamiliale peut être sûre qu'une plainte sera prise en compte? Parce que c'est ça le problème aussi. Alors, pour être sûr qu'une plainte soit prise en compte, il faut rapporter la preuve. Déjà, au moment du dépôt de plainte, il faut être extrêmement clair sur le récit des faits, détailler le plus précisément les circonstances dans lesquelles cela se passe. On peut joindre également des certificats médicaux, des attestations de témoins qui auraient pu avoir assisté aux faits qui sont dénoncés. Alors là, vous pouvez me dire, mais pour les violences psychologiques, comment ça se passe? Même les violences sur portable, enfin. Voilà, il faut essayer de se prémunir de l'ensemble des preuves en faisant des captures d'écran. On conseille également, en tout cas, je conseille très souvent à mes clients de faire ce qu'on appelle des bilans psychologiques pour pouvoir étayer, donner le maximum d'éléments aux autorités de police et ensuite judiciaires pour caractériser l'infraction. Alors, quelles sont les actions judiciaires à mener dans ce cas-là? Alors, on l'a dit, donc le dépôt de plainte va pouvoir aboutir à une réponse pénale. Et là, c'est le procureur de la République qui décidera s'il y a lieu de poursuivre ou pas, s'il estime que les faits sont caractérisés. Il y a en tout cas également la possibilité de prendre des mesures, notamment des mesures d'interdiction de contact avec les victimes. Donc cette mesure peut être prise par le juge civil, notamment le juge aux affaires familiales, dans le cadre d'une mesure de protection. Et elle peut être également prise en matière pénale, que ce soit au stade du juge des libertés de la détention, avant que la personne auteur soit présentée devant une juridiction de jugement, ou carrément devant une juridiction de jugement parmi les obligations qui lui seront infligées en plus de la peine. C'est encore la question à l'avocate. Quand, par exemple, vous avez une plaignante qui a porté plainte et l'affaire est traitée, est-ce que d'une manière générale, on peut dire que la réponse pénale apportée est suffisante? J'ai entendu hier, pour le cas de ce qui s'est passé en France pour les 50 viols, que les parents disaient que 20 années de prison, ce n'était pas suffisant. Alors, il est clair que la politique pénale actuelle, c'est de rendre une réponse rapide, adaptée et surtout ferme à l'encontre des auteurs de violences intrafamiliales,
Parfois, les peines peuvent paraître faibles pour les victimes, mais il ne faut pas perdre de vue qu'en matière pénale, il y a ce qu'on appelle le principe de l'individualisation des peines, c'est-à-dire qu'on ne va pas juger une personne primo-délinquante de la même manière qu'on va juger un multirécidiviste. On va également tenir compte de la personnalité de l'auteur, mais également du contexte, notamment s'il s'agit d'un fait isolé. On ne va pas le juger de la même façon que des violences fréquentes. On va aussi tenir compte de l'ancienneté ou pas des faits, puisque très souvent, des victimes portent plainte alors que les faits remontent à plusieurs années auparavant. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont amener à ce qu'un tribunal puisse se prononcer sur une peine et que la victime puisse penser que la peine est faible. Mais tout est mis en œuvre pour garantir les droits de la victime, que ce soit du début de la procédure jusqu'à la fin, et notamment au moment de l'exécution de la peine de l'auteur, où le juge d'application des peines va veiller à la fois à la réinsertion de la personne condamnée, mais également au respect des droits de la victime. Une toute dernière question quand même. Est-ce qu'il y a une réflexion à mener sur ce point, sur les VIF? Alors, on l'a dit, il y a un bilan positif qui est fait quant à l'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre depuis quelques années. On peut toujours mieux faire. Pour autant, il est important que nous arrivions à dire à l'ensemble des victimes qu'elles prennent conscience qu'il y a ce déclic pour oser briser le silence. Bien, mais maître, on vous remercie pour toutes ces précisions et les gens qui sont victimes de violences, ça va. Alors, juste un tout dernier point quand même, avant de donner la parole à Mme Gricou qui est arrivée. Quel est le rôle de l'avocat ou de l'avocate dans ces circonstances? Alors, nous servons surtout au début d'accompagnement. Au début, lorsque nous avons une situation de violence qui est portée à notre connaissance, on va accompagner notre client, on va l'aiguiller sur les différentes démarches à mener. Et ensuite, ce sera véritablement un travail de défense pour préserver les droits des victimes depuis le dépôt de plainte, puisqu'il faut s'assurer que cette plainte soit prise en compte. Et ensuite, le travail de défense devant les juridictions de jugement et s'assurer aussi à la fin de la procédure que les faits ne se reproduisent pas. Parce que très souvent, on se retrouve face à des victimes qui retournent en couple avec les auteurs et on est là pour veiller à ça. Voilà, merci en tout cas. Alors, on va changer de sujet tout de suite. On va parler de quelque chose d'un petit peu plus agréable, la fête de la Saint-Éloi, c'est bien ça? Tout à fait. Madame Gricou, vous êtes trésorière de la coordinatrice de l'association. Alors d'abord, qu'est-ce que la fête de Saint-Éloi? C'est pas de la fête de Patrick, non? Non, non, tout à fait. La fête de Saint-Éloi, c'est une fête qui est fêtée en Guadeloupe, en règle générale, dans les usines sucrières. Mais c'est, si vous voulez, c'est le saint patron des métiers de la métallurgie. Donc, tous ceux qui ont des métiers en relation avec le fer ou avec les métaux, ben, c'est normalement leur jour où ils mettent en avant leur savoir-faire. Alors, ça va se passer le 30 novembre, c'est bien ça? Alors, ça a commencé quand même, puisqu'on a eu notre première journée aujourd'hui avec les scolaires. On a accueilli des scolaires de Port-Louis autour du projet Arbre des métiers de Beauport. Donc, l'idée, c'est permettre aux élèves d'aller dans leur famille, de rechercher ceux qui ont travaillé sur le site de Beauport et ensuite faire une enquête pour savoir quels étaient leurs métiers et inscrire ces personnes sur l'arbre des métiers de Beauport. D'accord. Et donc, ça va se continuer Oui, donc la première, c'est comme on dit, poser la première pierre. C'était faire la visite de Beauport avec des anciens de Beauport qu'on a fait ce matin. Et là, ils repartent à l'école et on va construire le projet avec eux tout au courant de l'année 2025. Et l'année prochaine, en décembre 2025, l'arbre sera... sur place. Ils vont pousser. Mais alors, Madame Gricou, vous êtes vous-même ancienne de Beauport? Alors, parce que j'ai vu que c'est l'association des anciens et des amis de Beauport. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que lorsque Beauport a réouvert ses portes dans le cadre du Pays de la Canne, donc j'ai travaillé en tant qu'animatrice et ensuite responsable des produits de visite sur le site.
Et c'est vrai qu'on a gardé cet amour du site. Donc depuis, je suis partie sur... Vous êtes de Port-Louis, j'imagine, oui? Pas tout à fait. Je suis de Sainte-Anne. Ah, de Sainte-Anne. Mais c'est vrai que j'ai un grand attachement pour le Nord-Grande-Terre et pour Port-Louis en particulier. D'accord. Alors samedi, ça va être le grand moment. Alors, il y a 2 grands moments, donc c'est samedi et dimanche. Donc samedi, on va mettre à l'honneur un de nos anciens qui a travaillé, parce que c'est vrai que souvent, les uns et les autres sont dans des métiers où souvent, peut-être, ils passent un petit peu inaperçus. Oui. Donc c'est vraiment le moment où ceux qui ont travaillé à Beauport, qui ont la chance d'être encore présents, de les mettre en avant, de mettre en avant leur métier et montrer la valeur de ce qu'ils ont fait à leur famille et à leurs proches. D'accord. Donc alors, on a M. Fézin qu'on mettra à l'honneur. C'est lui qui va être glorifié, comme on dit. D'une certaine manière. Donc on n'attend pas que les gens meurent, on les fait pendant qu'ils sont vivants. C'est tout à fait. Et il y a quand même, j'ai vu, alors il y a un marché des arts et métaux. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors puisque c'est la fête de la métallurgie, donc l'idée c'est vraiment de donner un espace à ceux qui font des métiers, soit des artisans qui travaillent le fer, ou soit des artistes aussi. C'est vrai que c'est la première année qu'on lance ce concept. Donc c'est vrai qu'il mérite encore d'être retravaillé, mais on attend justement tous ceux qui ont un métier en relation avec le fer, des artistes, des artisans. Oui, oui, c'est leur rendez-vous à eux. Oui. Il y a le salon de l'agriculture, il y a le salon de l'habitat, il y a le salon aussi des arts et métaux. Des arts et métaux, sauf que ça ne se mange pas. Alors, bien sûr, il y aura la messe le dimanche, le samedi, mais il y a aussi un défilé de charrettes. Oui. Il y a encore des charrettes? Bien sûr, il y a beaucoup de charrettes en Nord-Grande-Terre. Derrière moi, on a fait un grand défilé avec les Titans du Nord. Oui. On a été dans le nord de la Grande-Terre vers la Maraudière. Oui. Et on a eu plus alors là, je ne sais plus d'une trentaine de charrettes quand même. Autant. Mais ce sont des charrettes uniquement pour, j'ai envie de dire, pour le tourisme et pour faire bien, ou alors ce sont des charrettes qui servent encore à transporter? Alors, c'est un petit peu de tout. Oui. Ce sont ceux qui font les bâtiments, ce sont ceux qui l'utilisent au quotidien chez eux, et ce sont ceux aussi qui font des balades en charrette. On peut faire une balade en charrette dans le Nord? Oui, et on propose justement pour ce dimanche, on va pouvoir faire des balades en charrette sur le site. Je dis dimanche, samedi. Samedi, c'est samedi ça. On pourra faire des balades en charrette au cours de la matinée. D'accord. Donc le rendez-vous, il faut s'inscrire pour ces... Alors non, il faut venir tout simplement, venir sur le site. Et sinon, quand même, on a parlé du samedi, mais on n'a pas parlé de dimanche. Du dimanche, oui. Le dimanche, on aura, puisqu'on met aussi en avant les métiers, donc on a une conférence avec Raymond Gama autour de... C'est un historien, hein, lui. Oui. Autour de l'évolution des moyens de transport de la canne. Ah oui, c'est-à-dire depuis la locomotive, de la charrette jusqu'à la locomotive. Voilà, on est passé au train, maintenant on est au Titan, etc. Peut-être ça va devenir encore autre chose. Donc ça a même commencé par le dos, hein, parce que vous savez qu'à l'époque de l'esclavage, les esclaves portaient la canne sur le dos. Et donc il y a une conférence et on termine en musique. Et on termine en musique avec un grand déjeuner à la chambre à bagages de manière conviviale, toujours avec nos anciens. Bien. Écoutez, on vous souhaite une bonne fête de la Saint-Éloi. Alors, j'ai quand même oublié 2 choses. Allez-y. Parce qu'il y a une balade en VTT avec l'UVN. Donc le samedi ou le dimanche? Le dimanche. Le dimanche. Donc, il y aura une grande balade. Et il y aura aussi une marche avec Oikos. Donc, c'est une association qui nous propose, notamment avec Mario Célise, de découvrir comment Beauport a structuré un petit peu le paysage. Comment elle est intervenue pour, en fonction de ses besoins, on a le paysage et l'organisation spatiale qu'on a aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est un beau programme. Oui, visiblement.
Voilà. J'ai même un petit peu de regret puisque je ne pouvais pas être dans tout, mais voilà. Vous serez samedi ou dimanche? J'y serai samedi, Dieu, je suis là tous les jours, jusqu'à ce qu'on m'enlève de là. Bien. Mais écoutez, bonne fête de Saint-Éloi. Merci. Il y aura quand même une petite musique de Saint-Éloi ce jour-là. Pourquoi pas? Ben, quand même. On va faire le lien entre les deux. Voilà, j'espère aussi. Voilà. Mais il est 12h58, c'est l'heure de la première pause du ZCL. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Charlie Biari et Fabrina Alphonse, choriste de Kakila. On va parler musique et tambour tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL. Dans un instant, nous recevons Madame Fabrina Alphonse. Bonjour. Bonjour. Elle est choriste de Kakila. Et le trésorier, mais aussi le tambourier, M. Biari. Bonjour. Bonjour. Kakila, toujours debout? Toujours. Toujours. On peut parler de ça tout à l'heure. Pour l'instant, on fait un retour sur l'actu avec Emma News. Oui, on va parler de la mobilisation des parents d'élèves de d'Aubin qui se plaignent du manque d'eau, de matériel et des conditions d'hygiène parfois déplorables de cette école. On revient avec Solène Fèvre sur ces éléments. Ça fait maintenant plusieurs jours que les toilettes ne sont pas alimentées en eau. Donc les enfants se rendent aux toilettes sur toute la journée sans pouvoir tirer de chasse, sans pouvoir se laver les mains. Il y a un manque d'hygiène considérable. Cette information ne l'a pas eu de la part de la direction, elle l'a eu de la part des enfants. Donc ce sont les enfants qui nous ont appris qu'ils ne pouvaient pas se rendre aux toilettes. Quand on en a fait part à la direction et au personnel, donc ils nous ont fait savoir que les enfants seraient quand même reçus parce que les sanitaires auraient été nettoyé par la municipalité de manière sommaire, ce qui a été fait effectivement, mais le retour des professeurs n'a pas été super puisqu'on nous a quand même confirmé que les toilettes sentaient, étaient nauséabondes et qu'il n'était pas normal en fait que les enfants et que le personnel soient reçus dans ces conditions-là. On demande que cette situation soit réglée, ainsi que l'ensemble des autres situations qui concernent l'école. Par exemple, il y a une école de maternelle qui a été ouverte depuis plus d'1 an et ils n'ont toujours pas le matériel nécessaire au fonctionnement d'une école maternelle. Alors que le bon de commande a été passé l'année dernière, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec le bon de commande, mais pour l'instant, le matériel n'est toujours pas là. Il y a aussi des problématiques au niveau du périscolaire, puisqu'il faut savoir que les enfants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors, vous allez me dire, c'est normal, il y a des règles à respecter, mais de là à être parqué dans une cage d'escalier à rien faire pendant toute la pause méridienne, voilà. Là, on vient d'apprendre en plus qu'il y a une épidémie de staphylocoque dans l'école. Donc normalement, dans ce cas-là, les parents sont informés grâce à un petit mot. Et moi, j'ai été en contact avec l'adjointe de la DAZEN, donc au rectorat, qui m'a confirmé que les toilettes ont été nettoyées au Karcher et que des citernes ont été installées. Sauf qu'il s'agit toujours de la même citerne installée depuis 4 ans, qui n'alimente toujours pas suffisamment les toilettes en eau, donc toujours pas assez de pression pour tirer la chasse. On a 2 WC pour plus de 200 élèves et donc le nettoyage au Karcher sans détergent, on ne peut pas dire que c'est du nettoyage en fait, surtout dans les sanitaires. Moi, ce que j'aimerais en tant que parent, c'est que le protocole sanitaire soit respecté, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'eau du tout dans les sanitaires, que les enfants ne peuvent pas se laver les mains, ne peuvent pas tirer la chasse, dans la logique des choses, l'école devrait fermer et il devrait y avoir un suivi pédagogique à la maison, comme ça a été le cas durant le Covid. Il y a vraiment très peu de temps, nous avons eu le conseil d'école et je n'ai pas eu ces informations. Nous étions en présence de la DGS. Nous avons participé à ce conseil d'école pour justement rebondir sur les difficultés, les besoins supplémentaires. Donc aujourd'hui, quand j'entends tout ce que les parents me disent, je ne comprends pas. Voilà, donc des conditions plus que problématiques. On va aller dans l'Hexagone pour parler de la rencontre avec les ultramarins à l'initiative du GUSR. On voit un reportage de Maurice Cessé. Mais déjà, je suis très satisfait que le public ait répondu à notre invitation. C'est 3e édition et comme j'ai eu l'occasion de dire, maintenant c'est devenu une tradition. Le thème, c'était la convergence, cette nécessité qu'il puisse y avoir des passerelles de territoire à l'autre. Moi-même, je suis intervenu sur 3 points, sur le rapport avec la France, notre positionnement dans le monde et surtout la nécessité de mettre en place des stratégies territoriales. Parce qu'aujourd'hui, nous devrions prendre conscience que nous avons donc des atouts
on représente donc des opportunités et pour que tout cela puisse se traduire dans des politiques publiques beaucoup plus efficaces. Le regard de la France vis-à-vis donc de ces outre-mer, c'est trop souvent un territoire de rattrapage, un territoire d'handicap, de réparation. Et nous, même si nous nous considérons ainsi, nous n'aurons pas cette démarche de courage et de responsabilité pour aller plus en avant. Et puis des stratégies, j'ai évoqué donc le problème donc de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie énergétique. Ce sont donc des objectifs qui peuvent être atteints. Et moi, en tant que politique, c'est de fixer le cap, c'est de créer les conditions et à charge pour tout le monde d'apporter aussi sa contribution. Je connais la difficulté de notre peuple puisque comme j'ai eu l'occasion de dire, le matin il se réveille indépendantiste, le midi il est autonomiste, le soir il se dit mais finalement le système dans lequel nous sommes n'est pas si mauvais que ça. Donc il y a en permanence cette difficulté, cette complexité où on aura une revendication très révolutionnaire et après une revendication très assimilationniste. Donc c'est mon rôle en tout cas de donner ma vision, de dire ce que je veux. Et après, on y adhère ou pas. Mais je suis convaincu qu'une pensée, c'est au fur et à mesure qu'elle s'installe. Et comme vous savez, mon mot d'ordre, c'est penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Bien, nos compatriotes de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, etc., on garde des liens avec leur pays. Ils viennent souvent. Donc c'est quand même important qu'on puisse leur dire ce qui s'y passe, ce qu'on fait. Et puis souvent, le contact qu'ils ont, ce sont des nouvelles, parfois un peu fracassantes du pays, parfois désespérantes aussi. Eh bien, il faut venir leur dire qu'il y a de très belles choses qui se font en Martinique. Et par exemple, en Guadeloupe également, et qu'il faut commencer à réfléchir pour certains à un retour au pays. Voilà, il est 13h11, il est 13h12 même. Je vous ai dit, on va parler un peu de musique, le ballet, les ballets Kakila, puisque Kakila toujours debout, les deux représentants sont là. Alors je donne d'abord la parole à la dame, comme toujours. On commence par les femmes. Alors Madame Alphonse, qu'est-ce que c'est exactement ces ballets Kakila? Mais Ballet Kakila, c'est un groupe de danse qui accompagne Kakila dans tout ce qui est musique. Donc nous avons un spectacle qui se prépare pour le 30 novembre 2024, ouverture des portes à 19h. Donc toutes les chansons seront accompagnées de chorégraphie. D'accord. Et c'est vous qui êtes responsable de la chorégraphie? Pas du tout. Je ferai quelques pas, mais... Quelque part? Quelques pas. Bien. Alors, je me tourne vers Charlie Billari. Kakila, alors elle a dit qu'il y a de la danse, mais pas que. Non, il y a pas... ni danser, ni musique. De temps en temps, Pagnolo. Non, je plaisante. Non, c'est effectivement beaucoup de cas, puisqu'en fait... tout ce qu'on joue, la base, c'est le cas. Donc, musique traditionnelle, modernité, mais il y a toujours le cas dedans. Oui. Le cas est présent. Et le groupe, même ça, a choisi le nom Kakila. Expliquez-nous ça. C'est moi Kakila. C'est Kala Kila, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Et toujours là. Toujours là. Toujours debout. Alors, qu'est-ce qui est passé? Alors qu'ils n'y ont pas parti musique, ont parti danser, ou les deux en même temps? En fait, c'est plus les dés. Les dés en même temps. Et nous avons une grande chanteuse à nous. Il va dire là. Lead, chant et répondez. Parce que nous avons parmi les invités, je vais les citer, Patrice Ullmann, oui. Jean-Luc et Francis Bertelli, David Bérald, et c'est ces noms. Donc nous allons répondre, c'est. Mais c'est qui vont chanter. Patrice Ullmann va chanter du cas ou bien va chanter son répertoire? Son répertoire à la sauce Kakila. À la sauce Kakila. À la sauce Kakila. À la sauce Kakila. Ah bon alors. Dommage, je n'ai pas venu tambour là. Santé, invite un cas qui sauce. Non, mais c'est une surprise. Tout ça, il faut venir. Il faut venir le 30. Non, mais c'est... Alors, non, mais c'est intéressant de voir ça. Donc, je vais mélanger musique Kala avec d'autres qualités de musique. Et il y a le tambour masse aussi. Oui. Tambour masse aussi. Tambour masse aussi? Oui. Il y a clavier, il y a batterie, il y a un peu de tout, mais... C'est tellement bien fait, enfin bref, vous allez voir. Ça donne un groove particulier. Ah oui, il faut venir voir ça. Kakila existe depuis combien de temps? Depuis 2008. Ah, quand même. 2008, ouais. Depuis 2008. Et vous faites des spectacles régulièrement aussi? Absolument. On a fait déjà une première prestation qui date, je n'ai plus la date précise, mais ça s'était passé à Paul Chanchon. Et on avait justement avec nous
le groupe Pomme Cannelle, qui est de la Martinique, qui est connu d'ailleurs, connu. Et donc il était là, il y avait Znar Boisdur, il y avait Monsieur Sonny Troupé, Sonny Troupé qui fait justement partie du groupe Kakila. Il est, je dirais même, il fait partie des membres fondateurs. Fondateurs. Voilà. Donc c'est un groupe de Sainte-Anne alors Kakila. Timothy Batou. Ah, intercommunal. Intercommunal. Voilà. Intercommunal. Non, mais c'est bon. Alors, le répertoire là, donc ce qui, alors, qui a commencé? Commencé avec le tambour d'abord, ou bien avec Ulman et compagnie? Non, ça va commencer avec le tambour. Avec le tambour. Vous êtes combien de tambouriers vous êtes? Alors, nous sommes 2 tambouillés et un marqueur. Enfin, 2 boulas et un marqueur. Un marqueur. Et combien de danseuses? Une dizaine. Une dizaine? Oui. Ouais. D'accord. Et qui vont danser toute la soirée? Non, pas quand même, pas fatiguées quand même. Ouais. Elles vont danser, mais... Oui, elles ont une belle énergie et je les embrasse toutes. Oui. Et quel est votre répertoire, madame? Alors, j'ai une chanson zouk et j'ai un gros cas. Un gros cas? Ah, oui. Vous savez qu'en général, quand je reçois les artistes, je leur demande de tout faire un petit a cappella. Oh, en général. Alors, oui. On vous écoute. Oui, on travaille énormément. Donc je vous invite, je vais poser un peu la voix et vous inviter à venir nous voir samedi. Le rendez-vous est pris donc samedi 30. Merci de votre indulgence. D'accord, non, je ne vais pas insister. C'est à l'instant. C'est à partir de 20h, j'imagine. Oui, ouverture des portes à 19h. 19h? Oui. Bon, ben Kakila, nous savons Kakila. Bien sûr. Nous sommes toujours là. Voilà. Toujours là. Donc, on continue l'info avec, je crois qu'on va parler du mois de l'ESS. Oui, tout à fait. La CARL a réuni à Sainte-Anne de différents investisseurs financeurs pour pouvoir aider les personnes qui le souhaitent à avoir des renseignements très approfondis sur comment se financer, comment financer leurs entreprises. Et Michel Depape était avec eux. On voit un reportage. Dans le cadre des financements solidaires, nous avons un accompagnement de la DIL, nous avons un accompagnement de la Cigale Caraïbe Amazonie et évidemment piloté par la Riviera du Levant. Ça nous permet d'avoir un accompagnement pour les entreprises, notamment les jeunes entreprises qui commencent, mais aussi les associations qui sont un petit peu pointues parce que assez souvent, nous avons des associations quand même qui gèrent qui a un financement des fois important et des fois il faut savoir avoir la méthode. Et donc ce sont des accompagnements qu'on met en place, mais surtout la méthode. Donc si vous voulez, cette réunion c'est formateur aussi en même temps. Et ils peuvent aussi échanger pour savoir comment mettre en place leur dossier et qui leur permettra d'avancer dans leur projet. Un club cigale, enfin plus particulièrement les clubs cigales de Guadeloupe, nous intervenons en faveur des très petites entreprises qui sont de type en société et nous leur apportons un appui en apport en capital et nous restons présents en appui pendant 5 ans. On a une association et les choses sont en train de bouger. Nous fonctionnons comme des entreprises, donc nous avons besoin de financement, donc nous avons besoin de connaître la méthode pour pouvoir travailler, que ce soit avec la CARL ou que ce soit avec la municipalité de Sainte-Anne. Donc c'est ça ma première préoccupation, tout ce qui intéresse les associations en termes de rendez-vous, d'enseignement, de développement. Ça nous intéresse. Les petites entreprises ont énormément de mal à structurer, à avoir des financements. On connaît la frilosité des banques aujourd'hui pour accompagner ces entreprises. Donc la CARL se devait aujourd'hui de porter en tout cas des solutions à ces acteurs économiques. Et c'est ce que nous faisons ce soir avec des partenaires comme France Active, comme l'ADI, comme l'association Les Cigales, qui aujourd'hui ont des dispositifs de financement qui sont à disposition pour les acteurs économiques. Et c'est ce que nous présentons ce soir à nos différents acteurs. C'est-à-dire c'était hier soir. Un dernier sujet? Oui, dernier sujet sur la résidence artistique sur Déé. Donc c'était l'occasion de mettre en lumière Nathanaël Kofi qui a pu présenter ses œuvres lors de cette soirée. On voit un reportage de Gérard Loiseau. Déé au national et à l'international. Première résidence artistique
Et nous accueillons Nathanaël Kofi qui a du coup été immergé au cœur d'EDF pour créer une œuvre. Et donc nous sommes ici ce soir pour la découvrir ensemble. Je suis vraiment très heureuse d'être là ce soir, puisque quand Delphine et Robin sont venus me voir pour me présenter le projet, j'ai tout de suite adhéré. Et je trouve que oui, à DR, il y a de belles plages, il y a de beaux sites. On vient se reposer, on vient se ressourcer. Mais il est bon aussi de pouvoir partager nos sensibilités. Et je pense que ce soir, c'est ce que nous allons faire à travers le travail que va nous présenter Nathanaël, qui est en résidence ADR. Je dévoilerai les 5 œuvres que j'ai réalisées pendant ma résidence, dont un tonneau, en collaboration avec Titono Art. Et voilà, j'espère que ça va plaire. On attend le monde. Voilà, j'ai gentiment été invité par Titono Art et Air Carré, que je remercie gracieusement, à découvrir la ville de Dé et ses alentours, qui a une flore incroyable, ce côté naturel qui est sans précédent et que je ne connaissais pas. Donc ça m'a permis, moi-même, de m'imprégner un peu du lieu, de m'en inspirer et pour en réaliser les œuvres que je vais vous dévoiler ce soir. Je m'inscris dans leur démarche qui est de contribuer à faire de DR une destination pas seulement touristique, mais artistique et tournée autour du nautisme aussi. C'est un très beau projet, c'est de beaucoup d'imagination et puis ça met en valeur le patrimoine de la Guadeloupe, mais cette résidence d'artistes, je n'ai pas encore vu la production, mais c'est sûr qu'il va sublimer certains paysages, certains sites, certains personnages qu'il aura rencontrés au cours de sa résidence. Voilà, ben, rendez-vous dans cette résidence ADE jusqu'au 28. On vous remercie d'être avec nous. Nous sommes dans la dernière partie du ZCL. On va prendre la dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec Mme Aurélie de Glace. Elle est chargée de mission export, internationalisation de grands événements de la région Guadeloupe, puisque vous savez qu'il va y avoir un événement économique, un forum économique organisé par la région au MAC. Et donc, on va en parler avec ce rendez-vous de tout à l'heure. Restez avec nous, pas parti, puisqu'elle nous l'a. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News et on va parler d'économie puisqu'il va y avoir à partir de demain les rendez-vous du monde économique organisé par la région. Donc pour ça, on reçoit Mme Aurélie de Glace, elle est chargée de mission export, internationalisation des grands événements de la région. Bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, c'est quoi ce rendez-vous économique? D'où s'est sortie cette idée? Alors, les rendez-vous du monde économique, c'est une volonté du président de région d'offrir aux acteurs économiques, mais aussi à toute personne intéressée, en tout cas par l'entrepreneuriat, un espace d'une part de discussion, mais aussi d'ateliers pratiques et d'un village où seront réunis la quasi-totalité des acteurs publics comme privés qui gravitent autour du développement économique. Donc pendant 3 jours, on va parler des grands thèmes qui font aujourd'hui l'actualité, comme la souveraineté alimentaire, l'octroi de mer, l'entrepreneuriat de façon générale. Il y aura des ateliers un petit peu plus spécifiques et bien sûr le village que j'ai évoqué à l'instant. Et donc l'objectif c'est quoi en fait? En dehors des discussions, est-ce que c'est de faire un petit peu incurver, changer un petit peu la situation économique du pays qui en ce moment n'est pas florissante, puisque justement j'entendais l'autre jour qu'on disait que les collectivités paient avec beaucoup de retard. Alors, l'objectif de la manifestation, c'est bien sûr de pouvoir donner un espace d'information, puisque tous les acteurs seront réunis, mais aussi dans le cadre de notre schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation, c'est de pouvoir justement mettre en œuvre les préconisations qui ont été faites dans ce schéma et qu'on puisse en parler aussi avec la population, donc le grand public qui est invité, bien entendu, à ces rendez-vous.
Donc oui, effectivement, le climat est un peu difficile en ce moment pour les entreprises. Morose, ouais. Oui. Mais au niveau de la collectivité régionale, en tout cas, on a à cœur de continuer à accompagner les entreprises et justement de venir à la rencontre de ces entreprises et des acteurs économiques pour avoir des dispositifs qui sont au plus près de leurs besoins. Alors vous savez très bien que les chefs d'entreprise qui viendront là vont dire « quitte à payer nous ». La question va... Alors, les délais de paiement de la collectivité régionale ont été... C'est quoi le délai? Ils sont raccourcis, beaucoup raccourcis depuis un certain temps. Alors, chez nous, on paye... alors, le problème aussi, c'est que quand on parle de subventions, certaines fois, le paiement des subventions peut être retardé par rapport à un manque de pièces. Donc, quand une entreprise, une association dépose une demande de subvention, il faut savoir qu'il y a, en fonction du dispositif, il y a des pièces à apporter et que le fait de ne pas... Il manque par exemple un devis ou quelque chose, ça retarde tout le processus. Parce que quand on dépose une subvention, il y a une première étape qui est la commission thématique et ensuite le passage en commission permanente. Mais pour qu'un dossier puisse arriver déjà au passage de la commission thématique, il faut qu'il soit complet. Donc souvent, il peut arriver qu'on dise oui, ça prend du temps, mais ça prend du temps parce qu'il y a quand même une procédure. On est une collectivité territoriale, on gère des fonds publics. Donc il est important pour nous de respecter les procédures et il est important pour nous aussi que les demandeurs puissent les respecter. Alors, après, en termes de paiement... La moyenne, c'est quoi environ? Alors, non pas dans l'espace. Non, alors moi, je ne saurais pas vous dire parce que ça va dépendre de chacune des directions. Mais en tout cas, à notre niveau, que ce soit paiement de subvention ou paiement de facture, en tout cas paiement de facture, dès que la facture est arrivée sur Chorus, les agents régionaux se font un devoir de la mettre en paiement rapidement. Bon, sûrement pendant les 3 jours, on va entendre ça parce que c'est bien de dire ça comme ça, mais ce n'est pas la réalité. Parce que souvent, il y a des dossiers qui sont déposés avec tous les éléments et ça traînaille. Est-ce qu'on va en discuter ce jour pendant les 2 jours-là? Alors, les acteurs économiques seront libres effectivement de nous faire leur remontée parce que l'objectif aussi des rendez-vous économiques, la région, la collectivité régionale n'est peut-être pas parfaite sur tous les plans, mais c'est qu'on puisse justement s'améliorer et discuter avec les entreprises, les porteurs de projets. Alors, j'ai vu qu'il y a l'octroi de mer et le coût de la vie va être... Oui. Voilà, donc l'objectif, l'octroi de mer fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de discussions. Voilà. Donc l'approche de la collectivité régionale, c'est une approche qui se veut didactique, pédagogique. Donc c'est d'expliquer en fait ce qu'est l'octroi de mer et en quoi il n'est pas un vecteur, en tout cas, d'augmentation des prix. Et pour cela, on a justement des spécialistes, donc pas simplement les spécialistes de la région, mais on a aussi des universitaires qui vont venir nous parler justement de l'octroi de mer. On a également M. Johnny Ajar, qui est un ancien député de la 3e circonscription de la Martinique, qui a donc travaillé sur le sujet, qui va également venir expliquer ce qu'est l'octroi de mer. On aura également des grands témoins, M. Wachter, M. De Salm. Et l'idée, c'est que vraiment... C'est plaisir, on n'est pas invité. Non, on n'a pas pu inviter tout le monde, malheureusement. Mais, vous invitez un Martiniquais, mais un Guadeloupéen n'est pas invité. Alors, on a quand même des Guadeloupéens qui sont invités sur la plénière. Il y a M. Matoua Parsad, il y a le docteur Fakoura Gaspard. Donc, on a quand même des experts guadeloupéens. C'est vrai qu'on a fait appel à M. Ajar, qui a vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. Sur la vie chère, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un gros dossier qui sert de base à beaucoup de discussions en ce moment. Voilà. Donc, on a quand même souhaité que la population soit vraiment informée et de faire les choses de façon simple et pédagogique pour qu'un sujet compliqué puisse être en tout cas expliqué simplement aux Guadeloupéens pour qu'ils puissent comprendre. Alors, l'autre sujet, c'est la souveraineté alimentaire. Oui. Quelle est la position de la région sur cette question? Non, mais attendez, quand même, je n'ai pas posé la question, je suis là pour vous embêter, mais pas pour vous embêter, pour faire dire les choses. La région est pour ou contre le maintien de l'octroi de mer? Globalement. La région est pour le maintien de l'octroi de mer. Changement de paradigme ou bien on laisse tel quel? Alors, je laisserai le soin aux élus et au président de vous parler plus en profondeur du sujet. Et puis, j'inviterai aussi également, vous pouvez d'ailleurs faire partie de la discussion au moment où on aura cette plénière. Donc, oui, demain. Oui. Bon, alors, la souveraineté alimentaire, comment ça va être abordé?
Alors, la souveraineté alimentaire sera abordée donc, avec la direction de la croissance bleue qui a fait appel à des grands témoins et qui va aussi faire présenter des trajectoires. C'est-à-dire, il y aura 3 scénarios qui seront présentés pour tendre vers une souveraineté alimentaire et économique. Donc là encore, pour cette plénière-là, on est parti sur quelque chose de très pédagogique pour qu'on puisse ajuster différents paramètres et voir quelle est l'influence de tel ou tel paramètre pour tendre vers une souveraineté alimentaire et économique. Parce que oui, l'objectif de la région, c'est bien sûr de soutenir la production locale qui devra, une stratégie qui devra à terme nous permettre de tendre vers cette souveraineté alimentaire qu'on recherche. Développement aérien? Alors oui, donc le développement aérien, c'est aussi cette fois un atelier donc, qui sera animé par la direction du tourisme en lien avec un cabinet de gestion qui a donc réalisé une étude pour la région sur les perspectives qui devraient être les nôtres pour un développement du transport aérien, puisqu'on a vu que très récemment, on a quand même eu des petits tumultes dans le ciel, on dira, guadeloupéen. Donc, c'est de voir... Le prix des billets n'a pas cessé d'augmenter. C'est ça. Donc, ce sont des paramètres qui ont été étudiés dans cette étude. Et donc, là, il s'agira d'en faire la restitution et de discuter avec les acteurs du tourisme afin de voir quelles sont les stratégies et les orientations à mettre en place pour attirer peut-être de nouvelles compagnies aériennes, voir quelles cibles on ira chercher en termes de destination. Et bien sûr, ce travail se fait de concert avec l'aéroport, comme le CTIG ou la région et les compagnies aériennes, évidemment. Alors, l'un des sujets favoris du président, la croissance bleue. Alors oui, effectivement, la croissance bleue n'a pas été oubliée dans notre programme. Donc l'idée, là aussi, c'est de présenter toutes les initiatives de la région en matière de croissance bleue. Et on aura aussi un atelier sur le lancement des travaux du Parlement de la mer. Donc là aussi, on a réuni tous les acteurs qui gravitent autour de ce secteur, donc le comité régional des pêches, mais aussi la CCI qui a donc lancé avec la région la licence des métiers de la mer. Donc c'est vraiment aussi montrer à la population et aux personnes qui s'intéressent à ce secteur ce qui est fait et discuter de ce qu'on pourrait potentiellement faire dans le secteur. Par exemple, le bus des mers va reparaître. Alors, c'est une discussion qu'on pourra avoir également durant... Alors là, la croissance bleue, le bus des mers, c'est aussi le transport. Donc, oui, c'est le transport, c'est la question du transport, je vous dis ça, c'est la question du transport. Et alors, un sujet qui nous intéresse, nous, avec ma collaboratrice, c'est l'industrie culturelle et créative, l'économie numérique au service de la création et de la diffusion. Alors oui, donc là aussi, les ICC, comme on les appelle, n'ont pas été oubliés. Donc on aura des professionnels du secteur qui vont venir faire part de leur expérience, justement, en quoi la réalité augmentée, les nouvelles technologies peuvent permettre d'avoir des nouveaux modes de création et de diffusion. Et on aura également un avocat spécialisé qui nous parlera de la thématique. Bien, alors, donc, globalement... Vous avez quand même oublié un atelier qui me tient à cœur. C'est l'atelier sur l'international. Oui. Donc, on a oui, c'est votre secteur. Voilà. Alors. Donc, on a l'honneur de recevoir Maïré Bavardé, qui est donc une Marie-Galantaise qui est actuellement aux États-Unis, à Atlanta, et qui a fondé une société dans le e-commerce qui s'appelle Ecom Spaces. Et elle a reçu donc un prix de $250 000 de la fondation Black Ambition de Pharrell Williams. Donc on aura l'honneur de la recevoir pour qu'elle nous parle un peu de son parcours. Et elle emmène avec elle la directrice du programme Black Ambition, donc du programme Black Ambition de Pharrell, qui va elle aussi discuter avec les entreprises guadeloupéennes, leur montrer que malgré la petitesse du territoire ou le fait qu'on soit dans un contexte insulaire, qu'on peut quand même avoir accès à des grands accélérateurs et lever des fonds comme a pu le faire Maïré. J'ai pas vu, je regrette, mais j'ai pas vu ce sujet. Alors, c'est le jeudi à 14h. Ah, c'est le jeudi à 14h. Et vous y serez, j'imagine? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, ben, vous avez pratiquement décliné le programme. Alors, donc, j'allais dire, il y aura des ateliers et après, restitution d'ateliers. C'est ça. Ouais. Donc, pendant les 2 jours, on aura des conférences et des ateliers. Et le dernier jour sera dédié à la restitution et aux perspectives qui auront été dégagées pendant ces 2 jours de travaux.
Bien, alors vous confirmez que le MEDEF est invité? Oui, je confirme que le MEDEF ainsi que toutes les autres organisations professionnelles, etc. Oui, SNEG, FTPE. Ouais. C'était vraiment le souhait du président que personne ne soit oublié. Bon. Donc on a fait en sorte que tous les acteurs puissent en tout cas être invités. Vous avez tout dit, Aurélie, merci d'être venue. Rendez-vous donc top départ demain à 9h, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et la finalité le 29, bon, juste avant notre soirée de gala, j'imagine. On fait un rappel des titres. J'avais tapé Aurélie. Très bien, il a oublié mon prénom. Non, tu n'es pas Aurélie, oui. Il y a une seule Aurélie là. D'accord. Alors, au niveau des informations, on a traité donc la mobilisation des parents d'élèves sur d'Aubin qui se plaignent du manque d'eau, de personnel, des conditions d'hygiène un peu déplorables. On souhaite qu'ils puissent trouver une issue favorable à cette situation. On est revenu sur la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes, notamment avec cette conférence qui a eu lieu sur Basse-Terre, mais il y a eu plein d'autres actions qui permettent de sensibiliser à cette problématique. On a parlé du mois de l'économie sociale et solidaire avec la CARL qui a parlé des financeurs solidaires pour les entreprises. Donc ça, c'était sur Sainte-Anne. Et on a aussi vu la résidence artistique ADE avec la mise en lumière de Nathanaël Kofi. Donc pour quelques jours. Aussi. On est à Paris, exactement, avec le GUSR qui a parlé de l'émergence. Voilà. Bien, alors, on a reçu ce midi Nathalie Grégoire, trésorière du projet des Amis de Beauport. Il y a une manifestation à la fin de Saint-Éloi qui a commencé hier et qui continue jusqu'à dimanche. Guylaine Nababa, avocate du barreau, est venue nous parler effectivement des violences féminines, intraféminines, intrafamiliales même, et comment essayer de résoudre ces problématiques qui sont compliquées, puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui sont agressées, tuées, même violées, etc. Elle nous a donné des rendez-vous, des contacts, et surtout la méthodologie quand les femmes sont victimes, et les hommes aussi d'ailleurs, de ces violences. Charlie Biari et Fabrina Alphonse sont venus nous parler de Kakila. Kakila, c'est un ballet de Goka qui aura lieu samedi 30 à l'instant. Et avec d'autres invités, Patrick Sudman, je vois, Francis et Jean-Luc Bertelli, et aussi David Béral. Et puis on a terminé en économie avec Aurélie de Glas qui est venue nous dire un petit peu ce que seront ces rendez-vous du monde économique qui commencent demain et qui se terminent le 29 au Mémorial. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie de votre attention et on vous dit restez connectés. À 18h30, vous allez retrouver Harold pour le journal du soir sur Canal 10. Merci de votre attention. Merci à Aurélie d'être venue. Merci de m'avoir invité. C'est normal. Entrepreneurs, porteurs de projets, acteurs économiques, la région Guadeloupe vous invite du 27 au 29 novembre au Mémorial Act, au rendez-vous du monde économique. Au programme, des conférences, des ateliers pratiques, un village des acteurs économiques pour vous aider à trouver des solutions concrètes pour booster vos projets. Ne manquez pas cet événement pour construire ensemble l'économie de demain. Les rendez-vous du monde économique, 3 jours pour agir, créer, réussir ensemble. Pour plus d'informations et inscriptions, www.regionguadeloupe.fr.